Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mararibia. Soyez les bienvenus. Alors, je vais saluer mon équipe en régie et leur demander de me couper l'oreillette, s'il vous plaît. Voilà, encore merci à toutes les équipes qui travaillent à nos côtés. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. Bienvenue sur El Mararibia, donc pour cette soirée. Bienvenue en ce lundi 29 août, tant bien que mal. J'espère que vous avez passé une belle journée. On va revenir sur l'actualité qui a dominé bien évidemment la semaine dernière, cette visite d'un chef d'État étranger, d'un chef d'État pas n'importe lequel. Je le dis bien puisque ce sont des relations très particulières qu'il y a depuis 1962, c'est-à-dire depuis l'indépendance avec la France, une nouvelle fois un président jeune, né en 1977, s'est rendu donc en Algérie à la rencontre de son homologue Abdelmadjid Tebboune avec 90 personnes, une délégation complète, la santé, les énergies avec la patronne d'Engie notamment, on va y revenir dans quelques instants, la jeunesse, les écrivains étaient présents, la recherche scientifique, les universitaires, le monde associatif, les élus politiques, les institutions administratives étaient présentes, peut-être de quoi démontrer aussi à son homologue Abdelmadjid Tebboune que peut-être qu'en France, il y a toute une organisation et tout un système. On va y revenir avec nos invités. On reviendra bien évidemment sur cette actualité qui a été traitée énormément par les médias français et pas du tout par les médias algériens, comparé à il y a une dizaine d'années où on pouvait voir notamment El Watan consacrer plusieurs jours à une actualité, la visite d'un président français. Ce n'est pas le cas du tout. On va se poser cette question aussi. Pourquoi la presse algérienne est-elle absente sur un événement pareil? Le titre de l'émission, vous allez le voir, c'est ce qui préoccupe. C'est la question qu'on peut se poser, surtout avec toutes les annonces. C'est ça qui est important. Macron en Algérie, qu'en pense le peuple? Et puis qu'est-ce que ça apportera réellement au peuple demain, sachant que l'objectif de l'Élysée, je vais citer une nouvelle fois l'Élysée, avant de donner la parole à mes invités. Cette visite, donc, qui était annoncée de courtoisie et d'amitié, mais on va revenir sur cette rencontre inédite. D'ailleurs, aussi bien Abdelmadjid Tebboune qu'Emmanuel Macron l'ont dit clairement en sortant de cette réunion inédite entre Emmanuel Macron, son ministre de la Défense et tout le gratin, tous les responsables de la sécurité algérienne étaient présents à cette réunion. C'est inédit, c'est une grande première depuis 1962. Il ne faut pas oublier que l'Élysée avait annoncé, après l'invitation d'Abdelmadjid Tebboune, que c'était une visite d'amitié, de courtoisie et non une visite d'État dans cette réunion, que si, je vais y arriver, qu'est-ce qu'on a pu dire lors de cette réunion précisément et pourquoi un chef d'État, un président étranger est allé à la rencontre d'un chef d'état-major, d'un responsable de la sécurité. On y revient dans un instant. Donc voilà ce que disait l'Élysée. Refonder et développer une relation entre la France et l'Algérie, on n'y revient pas. Depuis un an, donc des relations tumultueuses, très conflictuelles, avec des périodes très particulières. Donc entre la France et l'Algérie, résolument tournée vers l'avenir, au bénéfice des populations, orienter donc cette visite vers l'avenir, les start-up, l'innovation et la jeunesse. Voilà ce qu'annonçait l'Élysée. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron est allé à la rencontre de jeunes, notamment le jeudi soir sur Alger et le vendredi matin sur Oran. Mais on parle notamment d'un groupe de jeunes sélectionnés sur le tri. Pourquoi n'est-il pas allé à la rencontre d'associations, à la rencontre d'une jeunesse peut-être qui est demandeuse aussi, de militants politiques, par exemple Karim Tabou, qui avait envoyé en novembre 2020 un courrier à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aurait peut-être aussi pu demander une rencontre avec les différents militants politiques. On reviendra aussi sur la position qu'il a eue concernant les droits de l'homme et on parlera bien évidemment de cette annonce maintenant depuis quelques heures, l'éventualité d'avoir 50% en plus de production en termes de gaz algérienne qui arriverait en France. En tout cas, c'est ce qui est en débat actuel, puisque il ne faut pas oublier que donc, la patronne d'Engie était en Algérie. Elle s'est entretenue aussi avec les autorités. Hassan Herrej sur le plateau, bonsoir, bienvenue, économiste, analyste politique. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent, je salue vos invités et je salue également tous les prisonniers d'opinion en Algérie auxquels je dis toute ma solidarité. Merci. Alors, on devrait avoir Lias Djebali par Skype. Bonsoir, Lias Djebali, économiste aussi, militant politique. Bienvenue.
Alors Lies va venir nous rejoindre. On va donner le ton de l'émission tout de suite. Je vais demander à Karim de nous préparer cette vidéo numéro 5. Vous allez voir peut-être que cette vidéo résume ce moment entre, vous allez voir, Abdelmadjid Tebboune, Emmanuel Macron se positionner derrière d'un certain nombre de personnalités en train de signer ce document. Je rappelle que ce n'était pas arrivé maintenant depuis plusieurs années. C'était sous François Hollande, si je ne me trompe pas. Voilà, la dernière remonte en 2012 précisément. Il est question de mobilité, d'énergie, de recherche scientifique, de santé et d'économie. Le temps que Karim me fasse signe, Hassan Hiresh, voilà, il fallait aussi vous recevoir un peu. 3 jours d'un président français. En quelques mots, qu'est-ce que ça vous évoque, cette réception, cette rencontre d'un point de vue général? Personnellement, ce que ça m'évoque, c'est un espoir d'ouverture pour l'Algérie. Nous sommes dans une conjoncture internationale extrêmement difficile. Il y a une recomposition géopolitique évidente avec notamment ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Cette guerre est en train de recomposer l'ensemble du paysage politique et peut-être aussi le retour de l'Iran sur la scène internationale et beaucoup de facteurs en fait. L'émergence de la Chine, les problèmes avec Taïwan, ainsi de suite. Je pense que l'Algérie a tout à fait intérêt à diversifier ses relations et non pas à être prisonnière de relations privilégiées à sens unique avec la Russie et la Chine et la Turquie. Je pense que la France peut être un grand partenaire. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il y a 5 à 6 millions d'Algériens présents ici en France et qui peuvent constituer une force à la fois de relations entre les deux pays, mais aussi de garantie pour les intérêts de l'Algérie et pour les intérêts de la France, pour des accords gagnant-gagnant. Je pense que cette diaspora a montré à la fois sa loyauté à l'Algérie et à la fois aussi sa fidélité au pays d'accueil. Donc je pense qu'il y a une passerelle extrêmement importante que ne possèdent pas tous les pays du monde, que nous sommes peut-être justement les seuls à avoir un tel potentiel. Donc pour moi, ce voyage est extrêmement positif, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que vous êtes... Je ne suis pas naïf. Ouais. Il y a toujours des couacs, il y a toujours... Vous savez, il y a toujours eu, comment dire, depuis 1962, des visites des chefs d'État français en Algérie, et à chaque fois, on a parlé de partenariat stratégique. Mais à chaque fois, il y a eu des lobbies, soit certains caciques du FLN, soit certains pro-pays arabes ou pro-turcs ou pro-russes ou pro-américains, et qui ont torpillé ce partenariat stratégique que les Algériens ont toujours appelé de leur vœu. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, nous sommes 5-6 millions d'Algériens ici. Des milliers, des dizaines de milliers de jeunes Algériens veulent faire leurs études ici en France. Et d'ailleurs, ils y sont présents. Entre 30 000 et 40 000 jeunes étudiants algériens qui sont ici. Il y a également, comment dirais-je, il faut savoir que la communauté algérienne en France n'est pas la plus nombreuse. Ce sont les Portugais les plus nombreux. On va garder, juste cette phrase. Vous gardez la parole surtout. Je vous annonce une bonne nouvelle. On a un problème technique. Je ne peux ni recevoir Lies Djebali ni Maître Aïssa Rahmoun. D'accord. Donc on est en entretien et on ne peut ni diffuser des vidéos. Voilà, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs. Donc nous allons passer cet entretien ensemble. Vous voyez, c'est une grande première. Soyez le bienvenu. Vous avez parlé d'un mot, un mot important. Pour vous, cette visite est un espoir. Un espoir pour qui ? Pour les hautes instances du pays ou pour cette jeunesse. Alors la question qui va se poser, est-ce que réellement le peuple algérien, d'ailleurs c'est la question de l'émission, qu'en pense le peuple? Est-ce que réellement le peuple algérien aujourd'hui, avec les difficultés qu'il vit au quotidien, puisqu'il est à la recherche de besoins de première nécessité, le Conseil des ministres a eu lieu, donc la rentrée scolaire, puisqu'en Algérie malheureusement il faut attendre le Conseil des ministres pour avoir la date de rentrée scolaire, c'est le 21 septembre et on annonce déjà une certaine inflation, des difficultés dans les universités, les écoles. Est-ce que cette jeunesse algérienne attend
de la France un espoir. Et de quel espoir vous parlez? Est-ce que c'est dommage qu'on ne puisse pas diffuser cette vidéo où il y a toute une série de signatures entre différents responsables, la recherche scientifique, la ministre de la Jeunesse et des Sports française était à Alger notamment pour signer. Il y a aussi l'Institut Pasteur qui a signé et puis les deux présidents ont signé notamment un rapport qui permet de travailler sur les prochaines années à tous les niveaux, au niveau de la mémoire, de l'histoire, de l'économie, etc. Voilà pour vous résumer un peu la vidéo. Elle est disponible sur nos réseaux sociaux. De quel espoir vous parlez? Le premier espoir, c'est déjà de sortir du conflit mémoriel, historique, etc. Et donc d'apaiser les relations entre ces deux grands pays de la Méditerranée, que sont la France et l'Algérie. Et l'espoir aussi qu'un certain nombre de dossiers soient résolus et qui attendent depuis 1962. Le troisième espoir, c'est que quand je regarde la question que vous posez, qu'en pense le peuple algérien et la jeunesse algérienne, ce que je constate, que c'est de tous les consulats qui existent à Alger, peut-être 190 pays, eh ben, c'est le consulat français qui est le plus sollicité et de très très loin. Et peut-être on peut rassembler tous les pays du monde, les comparer à la seule France. C'est à la France que les Algériens demandent des visas. C'est à la France que les Algériens demandent qu'il y ait des relations de liberté d'aller venir, demandent la possibilité d'y étudier, de se faire soigner, d'avoir des affaires, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, rentre en jeu. Donc je pense qu'il y a possibilité, je ne dis pas, encore une fois, je ne suis pas naïf, donc il y a espoir d'ouverture. Et qu'on arrête 60 ans après la guerre, que ceux qui n'ont pas fait la guerre en 1962, avant 1962, arrêtent de pousser à la guerre en 2022. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tout ce qui était justement tapis dans l'ombre avant 1962 sont sortis du bois à partir de l'indépendance et ont voulu avoir une posture de nationaliste, de combattants, de machin, etc. Et qui se donnent des allures d'anciens combattants, d'anciens moudjaheds, etc. Que ça s'arrête, c'est-à-dire qu'on ne soit plus sur des postures, mais qu'on regarde l'intérêt de l'Algérie. Quand on regarde l'intérêt de l'Algérie, évidemment cet intérêt de l'Algérie ne peut être possible que si l'intérêt de la France sont aussi garantis. On va parler des intérêts. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Voilà. On va parler des intérêts à quel niveau en quoi aujourd'hui un président comme Emmanuel Macron, il s'est rendu en Algérie, à Oran, il s'est pris un bain de foule, alors que malheureusement aujourd'hui, en tout cas pour le chef d'État algérien, il lui est impossible. Et pour ses ministres de se prendre un bain de foule, parce qu'Emmanuel Macron l'a fait, en quoi aujourd'hui la France, le président français, alors les visas, vous parlez des visas, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une forte demande parce qu'aussi les étudiants ne peuvent pas rester en Algérie pour des raisons qu'on connaît. Il y a aussi des visas qui sont demandés pour essayer de trouver un Eldorado, parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, effectivement, la France, en termes de système, en termes d'accueil, malheureusement, n'est pas l'Algérie, alors que c'est un pays magnifique et on pourrait le vanter, économiquement et à tous les niveaux. Qu'est-ce qui pourrait demain changer le quotidien de cette jeunesse, par exemple ? Ce que je constate en tout cas, c'est que... Est-ce que vous croyez à ces rapports ? Vous avez vu à peu près la vidéo tout à l'heure, on l'a vu ensemble, on s'est entretenu, on ne cache rien aux téléspectateurs, on en a parlé. Est-ce que vous y croyez à ce cérémonial avec ces signatures ? Je rappelle d'un rendez-vous qui n'était pas prévu, puisque en allant à Oran, le président français est retourné à Alger voir son homologue avec toute une cérémonie, et ils ont signé comme ça, vous l'avez vu, la recherche scientifique, la santé, la jeunesse et les sports. Comment demain vous voyez ce partenariat ? Est-ce que c'est du zèle ? Est-ce que c'est du vent ? Ou peut-être pour une fois, il y aurait un travail qui est fait en commun, alors pas entre les deux États, mais là vraiment en direction du peuple, qui est vraiment une vraie richesse. Et ça ne peut être qu'une richesse de collaborer et qu'il y ait deux partenaires comme ça qui avancent main dans la main pour leur peuple. Très honnêtement, moi, je crois à une relation franco-algérienne de très haut niveau et qui peut aboutir effectivement non seulement à l'apaisement
de ces relations-là, des tensions qu'il y a entre les deux pays, notamment entre les dirigeants en réalité. Ce que je constate, c'est que 50 ans d'arabisation, eh ben, je constate que les étudiants algériens ne demandent pas à partir faire leurs études en Égypte, en Syrie, en Irak, en Arabie Saoudite ou dans les Émirats. 50 ans d'arabisation, les jeunes Algériens continuent de demander des visas pour venir étudier en France. Je rappelle que dans les années 70, l'école polytechnique d'Alger et l'école Quel rapport vous faites avec l'arabisation? Je ne pense pas que ça soit la cause numéro une. Souvent, les visas, d'ailleurs, on a une pensée à toute cette jeunesse et toutes ces personnes qui prennent le large, qu'on appelle les haragas, les visas, malheureusement, enfin, heureusement au sens découvrir notre culture, mais sont souvent demandés par les personnes pour retrouver un Eldorado. Quel lien vous faites entre eux? Le lien, il est très simple. C'est que 50 ans d'arabisation, les étudiants algériens, d'arabisation de l'école et de l'université. 50 ans après, les étudiants algériens ne demandent pas à aller étudier en Égypte. Ils ne demandent pas à aller étudier en Arabie Saoudite. Ils veulent venir étudier en France. Ce qui veut dire justement, ça répond à votre question, qu'en pense le peuple. Le peuple, ce sont ces jeunes-là aussi. Ils ont des parents, et ils sont jeunes, ils sont des dizaines de milliers qui, justement, voudraient venir librement étudier en France, avoir le droit d'aller et venir entre ces deux pays-là. Ce que je constate, justement, que l'intérêt des Algériens, c'est pour la France. Évidemment, on peut l'expliquer pour des raisons historiques, sociologiques, linguistiques, et puis de rapport de l'immigration, etc. Ce que je voulais dire tout à l'heure, Chaban, c'est que parmi les communautés présentes ici, qui sont aussi nombreuses, ou peut-être même moins nombreuses, plus nombreuses que les Algériens, comme les Portugais, les mariages, par exemple, franco-portugais, sont moins importants que les mariages franco-algériens, alors que les Portugais sont plus nombreux. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une relation privilégiée entre le peuple français et le peuple algérien. Mais vous pensez, vous voyez c'est une demain, évidence. Il y a des annonces qui ont été faites et elles sont positives envers la jeunesse, l'économie. On va aussi évoquer bien évidemment la situation des hydrocarbures, notamment le gaz. Est-ce que demain vous croyez à ces deux présidents qui vont continuer, je le dis bien, parce que là il y a une effervescence, hein, il y a eu 3 jours, les médias français en ont parlé, on a nous consacré, on en parle encore ce soir, une couverture. Est-ce que d'un côté et comme de l'autre, c'est-à-dire vraiment au niveau du pouvoir, au niveau d'Abdelmadjid Tebboune, le système algérien, ses gouvernements, est-ce qu'il y aura une continuité lorsqu'on sait par exemple que Abdelmadjid Tebboune a quand même convoqué, a commandé à Abdelmadjid Chihri un rapport et pour l'instant, sur la mémoire notamment, on n'en a toujours pas vu la première ligne. Est-ce que vous croyez que sur ces deux chefs d'État, notamment chez Abdelmadjid Tebboune, qu'il y aura vraiment un travail qui sera fait envers le peuple en termes d'économie, de culture, de sport, d'éducation, parce que c'est ce dont a parlé notamment Emmanuel Macron. Et on va évoquer les droits de l'homme après, bien sûr. Très, très franchement, je n'en sais rien. Parce que actuellement, on a tout de même une température, hélas. Oui, ce que je pouvais... Malheureusement, on voit tout de même que cette rentrée scolaire, par exemple, qui est liée à la jeunesse, on voit tout de même qu'apparemment, elle n'est pas prête. On a eu un chef d'État qui nous a annoncé il y a à peine 2 mois qu'en l'espace de 6 semaines, il y aura de l'anglais un peu partout sur les 20 000 écoles élémentaires. En tout cas, vous y croyez aux 2 niveaux des hautes instances des 2 pays? Non. Et si vous me laissez oui, répondre, c'est que ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. C'est de savoir aujourd'hui quels sont les intérêts de l'Algérie. Est-ce que justement c'est de faire de la surenchère, de dire on ne veut plus du français, on va mettre de l'anglais, ou on va dire généralisation de l'arabisation, alors qu'on sait très bien que toutes les entreprises privées et publiques fonctionnent justement avec la langue française, que toute la gestion des grands ministères fonctionne dans la langue française, etc. Et qu'il y a encore une fois 5-6 millions d'Algériens ici en France, etc. Donc quels sont les intérêts des Algériens? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Oui, mais c'est bien aussi de se poser la question. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait que depuis, on a le temps, Hassan Hiraj, depuis maintenant plusieurs années, on va s'arrêter à Jacques Chirac,
François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Hollande, pardon, Emmanuel Macron, il y a des rencontres plus ou moins animée. Cette rencontre, elle sort peut-être de l'ordinaire parce qu'alors là, il y a toute une série de volontés, de signatures. On va évoquer cette réunion hors norme, inédite, entre les différents membres de la haute sécurité algérienne et puis Emmanuel Macron et son ministre de la Défense. Pourquoi je vous pose cette question? Puisqu'il y a plusieurs présidents français qui se sont rendus en Algérie dans l'espoir de... Et jusqu'à présent, quand les chefs d'État rentrent, c'est statu quo en tout cas, pour le pays, en tout cas, l'évolution du pays. Peut-être que là, on va parler effectivement des hydrocarbures, il y a de l'argent qui rentre, et cet argent-là, souvent, il n'est pas utilisé, très souvent, notamment en Algérie, il n'est pas utilisé envers la population. Bon, les questions sont beaucoup plus longues que les réponses. Ce que je peux... Non, vous avez la parole, mais je suis obligé de vous donner un peu le... Ce que j'étais en train de dire au départ, c'est que à chaque fois qu'il y a eu justement tentative d'opérer un partenariat stratégique avec la France. Et depuis Giscard d'Estaing, même depuis, je pourrais dire, Georges Pompidou, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a eu tentative d'opérer un partenariat stratégique entre ces deux pays clés du bassin méditerranéen, il y a toujours des clans qui viennent torpiller cet espoir-là, torpiller ce projet qui est extrêmement important. Le torpiller en faveur de qui? En faveur des Américains, en faveur des Russes, en faveur des Turcs, en faveur des Égyptiens, en faveur des Saoudiens. Donc aujourd'hui, avec la recomposition géopolitique mondiale, due notamment à la guerre russo-ukrainienne, mais aussi aux tensions, à la tension à Taïwan, mais aussi dans le Golfe avec l'Iran. Et il y a une instabilité aujourd'hui dans le monde, il y a une recomposition, il y a des partenariats qui sont en train de vraiment de se défaire et de se refaire. On ne sait pas ce que ça va donner. Je pense que la présence d'une forte communauté algérienne en France veut que aujourd'hui, en 2022, il soit intéressant que l'Algérie... Bon, ça on est d'accord. Ce que je voulais juste vous demander, c'est est-ce que réellement... Au niveau de la présidence, c'est ça ma question, je vais très vite. Et vous avez le temps, ma question, est-ce que vous croyez à cette... Vous pouvez avoir votre analyse, en tout cas, on connaît la situation. J'observe que ça a été fait. J'observe qu'effectivement, Emmanuel Macron est parti avec une très grande délégation pour dire à la fois que justement on peut aller dans tous les domaines et que la parole présidentielle n'est pas la seule parole, qu'il y a aussi la société civile, qu'il y a aussi les entrepreneurs, qu'il y a aussi les syndicalistes, qu'il y a des écrivains, qu'il y a des artistes, etc. Que ces composantes-là, ces catégories socio-professionnelles qui vont faire les relations entre l'Algérie et la France. C'est pas Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, parce que demain ils ne seront plus là. Enfin, Macron, c'est son dernier mandat. Abdelmadjid Tebboune, je ne sais pas s'il va se représenter pour un deuxième mandat. Donc, ce qui compte justement, c'est l'ensemble des acteurs des deux côtés qui vont poursuivre, et je l'espère. Donc, est-ce que j'ai des éléments, moi, pour savoir si cette fois-ci ça va réussir ou pas? Je n'en sais rien. Je dis que ça a plus de chances de réussir dans la mesure où il y a une recomposition à l'échelle mondiale et qu'aujourd'hui, le partenaire essentiel, la Russie, est en train de s'affaiblir économiquement, militairement, et que les États-Unis font peur, et que la Chine fait peur, et que, donc, et qu'il y a, des couacs avec l'Espagne, et que l'Italie, bon, même si c'est un partenariat important, mais qu'il n'y a pas véritablement des relations anciennes, solides, etc., qu'il n'y a pas, comme en France, une diaspora très forte, une intelligentsia, etc., qui peut en servir de passerelle. Donc, j'ai bon espoir que cette fois-ci, ça puisse réussir. Mais je n'ai pas d'autres éléments, malheureusement. Oui, d'accord, mais en tout cas, vous dites que Emmanuel Macron va commencer son mandat.
Abdelmadjid est toujours... alors on a des images qui arrivent à l'antenne, je ne sais pas si elles sont diffusées ou pas, mais c'est quand même deux présidents qui ont un Premier ministre. Oui, j'espère qu'ils vont aller plus loin. Non, mais je reprends un peu ce que vous disiez. Vous me dites que ce n'est pas les seuls responsables, mais ils sont présidents. Peut-être qu'Emmanuel Macron demain va réunir son gouvernement en disant nous avons signé de tels éléments, on travaille. Peut-être qu'Abdelmadjid Tebboune le fera ou pas. C'était ma question, mais ils sont quand même responsables dans ce pays, dans leur pays respectif. Aussi bien pour Emmanuel Macron que pour Abdelmadjid Tebboune, tous les deux présidents ont des forces aussi des deux côtés qui freinent des quatre fers pour qu'il n'y ait pas ces accords ou pour que ces accords échouent. En France, il y a un lobby de rapatriés qui, dans un certain nombre, sont des ultras et qui ne veulent pas que la France s'engage dans un partenariat stratégique, économique, politique, scientifique avec l'Algérie. Et du côté algérien, c'est pareil. Il y a des caciques du FLN ou soi-disant du néo-FLN, il y a des frères musulmans, il y a un certain nombre de groupes qui travaillent beaucoup plus avec les Russes, les Turcs, l'Arabie Saoudite, les Américains et tout ça, qui freinent des quatre fers et qui vont tout faire pour faire capoter ce genre d'accord. Mais j'ai bon espoir, encore une fois, que cette fois-ci, il y ait des volontés de chaque côté pour résister à ces lobbies néfastes et qui ont empêché justement que les deux grands pays de la Méditerranée se retrouvent et travaillent ensemble, encore une fois, sur tous les aspects. Ça, bon, c'est pas une question de croire ou de ne pas croire, c'est de peser le pour et le contre et de voir quelles sont éventuellement les possibilités d'y parvenir. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Quand je vous dis vous y croyez, c'est que vous avez une visibilité, une analyse, en tant qu'analyste politique, vous avez aussi une visibilité un peu du système algérien envers sa jeunesse, l'économie, le sport, la culture, le développement de la culture en Algérie, où sont les cinémas, où est le théâtre. Vous pouvez, en tant qu'analyste, vous pouvez aussi, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous y croyez ou pas? C'est qu'en essayant un peu de peser les deux, et puis Abdelmadjid Tebboune est en place maintenant depuis le 12-12-2019, on ne peut pas évoquer ces signatures sans voir aussi un peu les perspectives, les orientations et les projets politiques qu'il a donnés à cette jeunesse. C'est pour ça que je vous demande, je vous laisse finir, je voudrais juste qu'on avance. Ce que je peux dire, c'est que les tenants du système algérien, qu'ils soient civils ou militaires, ils ont tous des intérêts en France. Ils ont des intérêts parce qu'ils ont des familles, ils veulent envoyer ou ils ont envoyé leurs enfants pour étudier en France, ils ont leur compte bancaire ici, ils se soignent ici, ils font leurs emplettes ici, ils préfèrent venir à Paris que d'aller à Istanbul. On a vu, soi-disant, une espèce de démarrage de relations avec la Turquie, avec les Émirats, etc. Mais ça s'est essoufflé très très vite, parce qu'en réalité, c'est en France que même les tenants du système algérien ont des intérêts. Et encore une fois, aujourd'hui, à partir du moment où la Chine fait peur, à partir du moment où l'Amérique fait peur, à partir du moment où la Russie fait peur, il est tout à fait possible, et l'Algérie en plus a des leviers à la fois humains, à la fois économiques, à la fois stratégiques, etc., pour que la France respecte les accords avec l'Algérie d'une façon gagnant-gagnant, parce que tout simplement les dimensions, si vous voulez, entre la France et l'Algérie, ce ne sont pas les dimensions entre l'Algérie et la Russie, entre l'Algérie et les États-Unis. Mais est-ce que l'Élysée ne se pose pas cette question, justement? Est-ce que, je vous pose la question d'ailleurs, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas crainte? On connaît la France-Afrique. D'ailleurs, il y a un très bon document papier sur le monde diplomatique qui titre aussi France-Afrique, France-Russie, je crois, Afrique-Russie, point d'interrogation. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas crainte aussi? Alors, on sait que le partenaire numéro 1, si je ne me trompe pas, c'est la Chine,
quand même depuis quelques années. La Russie aussi est présente avec l'Algérie. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas une crainte aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un de ses objectifs aussi de sa présence en Algérie Mais évidemment, je vais dire, les deux pays cherchent leurs intérêts et c'est tant mieux. C'est comme ça qu'on peut trouver un point d'équilibre pour que justement on puisse avoir des accords dans tous les domaines gagnant-gagnant. Ce que je peux dire, c'est que on ne peut plus travailler comme on le faisait auparavant, à jeter la France dans les bras du Maroc, à jeter la France dans les bras des pays orientaux, à jeter la France dans les bras de la Turquie, dans les bras des autres pays. Quand il y a des relations entre la France et la Chine, la première question qui se pose, c'est de savoir quels transferts technologiques peuvent éventuellement être faits. Aujourd'hui, le TGV chinois, c'est le TGV français. Aujourd'hui, l'aéronautique chinoise, c'est l'aéronautique de la France. Aujourd'hui, la technologie française est passée du côté chinois. Et ça aurait pu être pour l'Algérie. Je vais dire, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu 40-50 ans, alors qu'il y a un potentiel. On a des étudiants ici, on a des professeurs d'université, on a des chercheurs, etc., qui pourraient travailler dans les deux pays, dans les deux sens. Il y en a plein en Algérie aussi. Absolument. Et donc, il y a énormément de possibilités que nous avons gaspillées. L'heure est venue pour que la France et l'Algérie travaillent ensemble, on en parle longuement, c'est le système. Qu'on profite justement de la technologie française, qu'on profite des savoirs et des savoir-faire français, que l'on exige de la France des transferts de savoir et des transferts de savoir-faire. Ça, je pense qu'il faut aller dans son sens. Sinon, le truc mémoriel, etc. C'est pas l'Algérie qui a commencé à travailler sur ces questions mémorielles, demande de pardon, etc. C'est les lobbies de rapatriés en France qui, justement, mettent toujours en avant ces problématiques. Mais ça peut être un travail enrichissant pour le peuple algérien. Oui, à condition qu'il ne soit pas conflictuel. Jusque-là, malheureusement, il est vu sur un point de vue conflictuel. Moi, j'en appelle à la raison pour qu'on arrête. Moi, j'ai entendu un certain nombre d'intervenants chez vous ici, sur ce plateau-là, mais des gens qui, à la fois, s'insurgent contre l'arrivée de l'anglais à la place du français, s'insurgent contre l'arabisation généralisée, s'insurgent contre la présence arrogante de la Turquie avec tout ce qu'on sait, les détournements de fonds, etc., les commissions, etc., mais en même temps insulte Macron, insulte la France, etc. Il y a quelque chose de schizophrénique là-dedans. Et c'est des gens qui demandent des visas à venir en France, ou qui habitent la France, ou qui font le va-et-vient avec la France, qui ont de la famille en France. Je ne comprends pas. Franchement, il y a un problème schizophrénique, de la schizophrénie politique. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, ce que veulent les Algériens, on le voit, quels sont les consulats qui sont remplis de demandes. C'est pas le consulat turc, c'est pas le consulat saoudien, c'est pas le consulat américain, c'est le consulat français. Et donc, parce que veulent beaucoup aussi les invités. Le peuple algérien, ce que pense le peuple algérien, c'est de se dire enfin que la guerre est finie en 1962 et que 60 ans après, on peut faire mieux que les relations franco-allemandes. On peut faire des relations franco-algériennes, des relations privilégiées, et les Algériens peuvent tirer profit, économiquement, politiquement, scientifiquement, culturellement, etc. Et on peut en parler dans les détails. En tout cas, vous êtes optimiste, mais c'est vrai qu'en échangeant sur ce plateau et même en écoutant et en lisant, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, la visite de Macron en Algérie, alors pas pour tout le monde certainement, mais qu'est-ce que ça peut apporter? On en reparlera dans peut-être quelques mois et quelques années, mais est-ce que réellement ça pourra apporter dans le quotidien des Algériens? C'est ça la question précise. Bien sûr, qu'est-ce que réellement ça peut leur apporter? Il faut des comités de suivi dans tous les domaines.
pas en France, mais surtout en Algérie. C'est surtout, on a un en problème. fait, la question, elle est là, puisqu'on sait très bien que c'est à la fois même au niveau institution politique, et là, c'est une réalité. C'est pas du tout, on pourrait dévier sur d'autres sujets, mais c'est pas le but. Mais on sait très bien que lorsqu'il y a, par exemple, des tragédies, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de... Quel enseignement on prend de la rentrée dernière et quel enseignement on a pris pour faire une meilleure rentrée, on le verra. Mais c'était effectivement surtout aussi au sein du pays, au sein de notre pays, etc. Je voudrais juste qu'on avance sur deux, trois... Allez-y, je vous laisse finir là-dessus. Je voulais vous dire, moi j'ai travaillé avec les grands groupes français. J'ai travaillé avec Total, j'ai travaillé avec Lafarge, j'ai travaillé avec AXA, j'ai travaillé avec Entrepose, j'ai travaillé avec Vinci, etc. Je suis parti pour des missions en Algérie. L'une des dernières missions que j'avais faites avant le Covid, c'était pour Engie à Adrar. Un Engie qui a trouvé un immense gisement de gaz à la frontière marocaine. Je me souviens, je suis revenu avec un ingénieur français d'Engie. Il me dit, Monsieur Hiresh, vous les Algériens, vous avez la baraka. Je lui dis, mais pourquoi la baraka? Il me dit, vous savez, le gisement de gaz là, dans le Touat, ça s'appelle justement le gisement du Touat. Il dit, il arrive à la frontière marocaine et il s'arrête net. Il s'arrête net. Eh ben, ça, c'est un gisement qui peut être maintenant exploité. Il a été exploré, il a été découvert. C'est un immense gisement. Eh ben, l'heure est venue, justement, aujourd'hui. L'Europe a besoin de gaz. Eh ben, il faut fournir du gaz. Il faut avoir un partenariat sérieux. Il faut que l'Algérie montre que c'est un partenaire sérieux à long terme et qui tiennent compte justement des intérêts de ses partenaires. Je pense que l'heure est venue d'aller dans ce sens-là. Moi, c'est bien à condition que ces bénéfices-là aussi, c'est le but d'un pays, que ces bénéfices-là, elles enrichissent. Oui, bien, c'est la question. Mais c'est la question que je vous pose, puisqu'il y a des richesses en Algérie. Hein, il y a quelques milliers de dollars qui ont été emmagasinés, enrichis depuis quelques années. Et quand on voit l'état du pays, on se pose la question. Est-ce que ces bénéfices vont au peuple ou est-ce qu'ils sont utilisés à d'autres niveaux? Alors je voudrais juste on n'a pas le son, j'ai mes collègues que je remercie en régie qui ont fait un miracle. On va regarder justement cette vidéo où vous allez apercevoir ici la signature voilà, je vais vous la commenter rapidement, mais vous allez comprendre en même temps. Voilà, ça devrait arriver normalement. Voilà, ça devrait arriver dans un instant. Mais je vais vous faire réagir. Le temps que ça arrive, Abdelmadjid Tebboune a échangé avec Emmanuel Macron sur les droits de l'homme. Ça, c'est le quotidien des Algériens. Voilà, ça, c'est le quotidien. C'est ce qu'appelle aussi, même si les avis sont controversés, mais c'est ce a appelé un certain nombre d'associations. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais l'État français, État de droit, démocratique, hein, on peut en critiquer, mais on ne peut pas dire le contraire. Emmanuel Macron, alors bon, désolé encore, techniquement, on ne peut pas vous diffuser la vidéo, mais il s'est exprimé en disant que, voilà, qu'il ne pouvait pas s'ingérer dans la politique de l'Algérie, mais qu'Abdelmadjid Tebboune était très sensible. Comment, selon vous, s'est positionné Emmanuel Macron, mais comment, peut-être, quelle réaction pourrait avoir Abdelmadjid Tebboune dans les jours à venir? On sait qu'en Algérie, tout de même, c'est compliqué pour la presse. C'est compliqué pour les droits humains. Je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a aujourd'hui plus de 300 détenus d'opinion. Selon Emmanuel Macron, Abdelmadjid Tebboune est sensible à la cause. Vous y croyez? Y aura-t-il un geste de fait suite à cette rencontre, peut-être? Écoutez, pour cela, je n'y crois pas trop. Hein. C'est une décision souveraine de l'Algérie. J'espère que Abdelmadjid Tebboune, que les généraux qui sont autour de lui, que les procureurs, les juges qui ont mis des Algériens pour leurs idées en prison vont aujourd'hui se raviser et puis travailler à la sortie de ces prisonniers. Ça, c'est intolérable que 60 ans après l'indépendance, que des Algériens soient emprisonnés, soient inquiétés parce que tout simplement ils ont émis des projets politiques ou des idées politiques, ils ont construit des partis ou des associations ou ils se sont exprimés sur Facebook. C'est intolérable. Moi, ce qui me chagrine, ce qui me rend malheureux en tant qu'Algérien, c'est que
on soit obligé d'attendre de la France, d'Amnesty International, de la Fédération internationale des droits de l'homme, etc., pour que nos prisonniers sortent. C'est que faire d'autre quand on a que faire d'autre d'arrêter cette politique de répression. C'est insupportable. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, effectivement, plus de 300 Algériens croupissent dans les geôles algériennes, parce que tout simplement ils ont émis des idées politiques, des opinions politiques, ou qu'ils ont fait partie de telle ou telle organisation. Donc là, ce n'est plus possible. Là. Je pense justement que une relation privilégiée avec la France, le droit d'aller et venir entre les deux peuples, à travers la Méditerranée, je pense que le fait d'avoir l'œil étranger en Algérie, que des journalistes viennent constater... Mais on a l'impression tout de même que les autorités politiques, qu'Abdelmadjid Tebboune, son ministre de l'Intérieur, sont quand même assez fermés. Que faire d'autre? Les ONG s'alertent, les avocats, les associations, les militants, certains députés européens, très peu, mais aussi en France. On a tout de même l'impression que, alors même si Emmanuel Macron nous dit que le président Tebboune est sensible, mais apparemment, on ne peut pas dire que ça bouge énormément, puisqu'il y a encore des arrestations. Il y a un militant qui s'est fait stopper ce matin à Ouari Boumedienne, l'aéroport. Vous savez, monsieur Chaban Kassi, le problème des dirigeants algériens, qu'ils soient civils ou militaires, c'est qu'ils ont quand même un problème psychologique. Et il y a trop de paranoïa dans la sphère des dirigeants. Et quand on est paranoïaque, toute critique est considérée comme une attaque. Toute remise en cause au niveau opinion, remise en cause du système, toute proposition pour changer le système, etc., est considérée comme étant un acte de lèse-majesté, comme étant une attaque, comme étant antinational, etc. Tout se passe comme si les dirigeants civils et militaires algériens croient qu'ils sont les seuls à connaître et à défendre les intérêts supérieurs de l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils dénient au peuple algérien, aux intellectuels, aux syndicalistes, aux militants, aux associatifs, etc., ils leur dénient le droit aussi d'aimer l'Algérie et de dire quels sont les intérêts supérieurs de ce pays-là. On a eu quelques invités ici qui nous parlaient d'hypocrisie en disant effectivement Abdelmadjid Tebboune a présenté son homologue français comme quelqu'un d'intègre et de propre. C'est une vidéo qui a fait le tour des médias. Il y a ces enjeux géostratégiques, effectivement, le gaz, la Russie, le Mali, on en a longuement parlé. Mais est-ce que quelle vision vous avez? Est-ce qu'un président d'un État droit, démocratique, aille quelque part aussi avancer, travailler, collaborer, travailler à tous les niveaux avec un État qui est aujourd'hui malheureusement critiqué pour son comportement vis-à-vis de la liberté de la presse, de la liberté des droits de l'homme? Oui, à chaque fois que le président français part dans un pays autoritaire ou dictatorial, cette question se pose. Et donc, forcément, elle se pose pour l'Algérie. Elle s'est posée lors du voyage en Égypte, elle s'est posée lors de l'arrivée de MBS, Mohammed Ben Salman, à Paris. Elle s'est posée quand les dirigeants français sont allés la diplomatie avant tout. En Chine. En Chine, quand Emmanuel Macron continue de dialoguer avec Poutine, etc. Donc à chaque fois, effectivement, qu'un président d'un pays démocratique, et en l'occurrence aussi le président Macron pour la France, va dans un pays autoritaire, cette question des droits de l'homme se pose. Et donc c'est à nous effectivement de faire pression pour que... En tout cas, pour la France, c'est normal. Par exemple, vous avez cité plein d'exemples. Pour vous, pour un État, parce que là, on souvent le dit, et je vous pose la question, est-ce que les intérêts dans tout ça, réellement, malgré les signatures qu'on a pu voir, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt total pour la France, ce nom, Emmanuel Macron? C'est la diplomatie avant tout, qu'un État français se rende dans un pays, comme vous le disiez, autoritaire. Vous savez, l'hypocrisie au niveau de la société, c'est la diplomatie au niveau des dirigeants. Donc effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui fâchent,
C'est comme lorsque, Monsieur Chaban Kassi, vous allez en Algérie, vous allez voir votre famille, eh bien, il y a des membres de votre famille que vous n'avez pas envie de voir, que vous êtes fâché pour une raison ou une autre, vous avez des problèmes avec X ou Y, eh bien, vous allez faire bonne figure parce que vous arrivez en France, ou parce que c'est l'Aïd, ou parce que c'est un mariage, etc. Et donc, vous allez faire semblant qu'il n'y a pas de problème entre vous. Eh bien, c'est ce qui se passe. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Là, oui, est-ce que pour Emmanuel Macron, Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy et le prochain président, c'est les enjeux de la France, c'est la géostratégie, c'est la diplomatie avant tout. Malheureusement, il ne peut pas faire autrement. Malheureusement, c'est ça. Je ne dis pas que Emmanuel Macron ne doit pas parler des droits de l'homme à Abdelmadjid Tebboune. Moi, je souhaite, et en tant qu'Algérien, je voudrais bien exiger que Emmanuel Macron parle des droits de l'homme, non seulement à Abdelmadjid Tebboune, mais aussi aux généraux qu'il a rencontrés et à tous les officiels qu'il a rencontrés. Mais ce que je dis, c'est que malheureusement, concernant un certain nombre de pays autoritaires, je vous ai cité l'Égypte, je vous ai cité le Qatar, les Émirats, l'Égypte, la Chine, etc. Chaque fois qu'un dirigeant occidental va dans ces pays-là, la question des droits de l'homme, eh bien évidemment, c'est posé. On va regarder cette image, cette rencontre inédite. Ce n'est pas arrivé depuis 1962. Voilà, donc au premier plan, sur votre droite, concernant l'Algérie, vous avez Abdelghani Rachdi, qui est à la direction de la sécurité intérieure, juste à ses côtés Djebar Mahna, qui est à la direction de l'anti-subversion, à la cellule, bien évidemment Abdelmadjid Tebboune, vous avez le chef d'état-major Saïd Chengriha, et vous avez Mjdoub Kihal Jamel, qui est à la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. Donc face à eux, vous avez le ministre de la Défense, donc en France, Emmanuel Macron, le chef d'état-major et puis le responsable de la sécurité du territoire en France. C'est une grande première, ce n'était pas prévu. Les deux l'ont dit, hein. Malheureusement, encore une fois, on ne peut pas vous diffuser les vidéos, désolé, mais les deux ont dit clairement, c'est une grande première, ce n'était pas prévu. J'ai trois réactions. La première réaction, c'est que je constate que d'un côté, nous avons des civils et de l'autre, nous avons des militaires en dehors d'Abdelmadjid Tebboune. Et donc, il y a très certainement deux messages par rapport à ça. Le message pour Macron, qui avait dit il n'y a pas si longtemps que ça, que le système algérien est un système politico-militaire. Donc la présence de ces généraux est une façon aussi de dire à Macron, c'est avec nous que vous allez discuter. Nous sommes incontournables. Et le deuxième message, c'est au Hirak. Daoula Madaniya, ben non. C'est pour le moment Daoula Askaria. Donc, parce que, sans, à mon avis, la volonté de faire passer ce genre de message, il n'y a aucune raison que cette photo soit diffusée un peu partout. Donc, il y a, encore une fois, ce qui me chagrine. Un message au peuple aussi, au Hirak, qui on l'a vu à l'Arvan, à la place à Ben Ramadan, où on a entendu Daoula Madaniya Metchi Askaria. C'est aussi un message au peuple, cette image peut-être, sans spéculer. Oui, c'est au Hirak. Quand je dis au Hirak, bien sûr, c'est au peuple algérien. Il faut rappeler que c'est des millions d'Algériens qui sont sortis justement dans la rue et qui ont fait ce Hirak-là. Donc je dis, il y a à la fois ce message-là, mais le fait quand même qu'il s'expose, c'est peut-être aussi une façon de dire, bon, peut-être qu'ils vont, je ne sais pas, mettre de l'eau, pas dans leur vin, mais dans leur petit lait ou dans leur whisky, je n'en sais rien, qu'est-ce qu'ils boivent. Et j'ai espoir que justement cette relation privilégiée entre les responsables militaires et sécuritaires de la France et les responsables militaires et sécuritaires de l'Algérie, peut-être justement que ça va déteindre sur les nôtres. Vous savez, le moyen et le long terme, parce qu'il ne faut pas voir que le court terme. Le court terme aujourd'hui, c'est que nous avons effectivement des militaires d'un côté et des civils de l'autre. Mais je pense que tous les accords qui viennent d'être signés, c'est peut-être aussi un préambule
à un changement. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je ne suis pas naïf. Je ne dis pas que tout est réuni pour que ça marche. Je dis que dans en tout la cas, recomposition... il y a une bonne volonté. Selon vous, il y a une bonne volonté des deux présidents de le faire. En tout cas, qui est exprimée. Une bonne volonté exprimée. Bon. Maintenant, je ne suis pas rentré dans leur esprit, dans leur tête, pour savoir exactement si c'est du sérieux ou c'est juste pour faire bonne figure. Mais ce que je dis et je le répète, c'est qu'étant donné la reconfiguration aujourd'hui de la géopolitique mondiale, je pense que l'Algérie a tout à fait intérêt à garder la France dans ses bras et ne pas jeter la France dans les bras du Maroc et dans les bras d'autres puissances méditerranéennes ou d'ailleurs dans le monde. Merci Hassan Helech, en tout cas, voilà, vous avez espoir pour le peuple algérien parce que le but c'était ça, c'était vraiment envers la jeunesse, envers l'avenir. Donc on verra d'ici quelques temps en quoi peut-être cette relation, cette nouvelle rencontre pourrait apporter à la jeunesse algérienne, au peuple algérien, certainement aussi lui permettre, c'est la priorité, qu'elle puisse vivre dignement, librement dans son pays en termes d'études et pouvoir voyager dans n'importe quel pays. Bon, avant de terminer, on va juste regarder ces quelques images où vous allez voir ici donc la signature, voilà. Directeur général de l'Institut Pasteur. Alors apparemment on a du son. Accord de coopération scientifique. Troisième accord, déclaration d'intention entre le ministère de la Jeunesse et des Sports de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère français des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Le quatrième accord, accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République française portant sur la mise en place d'un partenariat renforcé algéro-français pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Nous passons maintenant à la signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. Voilà, on termine donc sur ces quelques images. On verra d'ici quelques temps quelles relations entretiendront d'abord les deux chefs d'État, sachant que vous le savez, depuis 10 mois, ça a été très compliqué. On ne va pas y revenir. D'ailleurs, on l'a vu, en tout cas, on n'en a pas entendu grand-chose par rapport à cette relation un peu particulière. Mais on a vu deux chefs d'État côte à côte, donc on y reviendra. Dans quelques mois, on verra comment ça évolue. Macron en Algérie, qu'en pense le peuple aujourd'hui, mais surtout demain. Hassan Helech, merci d'avoir été avec nous. Encore désolé pour ce souci technique. On devait recevoir Maître Aïssa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme, et Lies Djebaili, ingénieur économiste, militant politique. Je m'excuse auprès de mes invités, auprès des téléspectateurs. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Alors merci en régie à Karim et puis à Jamila et à Rada de m'avoir accompagné. Je vous souhaite une très belle soirée sur El Mara Arabia.